bonjour, bienvenue à cette conférence de presse que j'ai le plaisir d'ouvrir. Nous allons donc vous présenter et échanger autour de notre étude suite à l'enquête réalisée auprès de nos clients des CMS vaudois. Je vais vous dire que participe à cette présentation Madame Susanna Garcia, notre directrice générale, Monsieur Didier Jourdan, porteur de la chaire UNESCO et directeur du centre laboratoire de l'OMS, notre partenaire scientifique. Deux directrices aussi d'associations et fondations, Madame Resbiget, qui dirige les CMS de la Couronne lausannoise, l'association APROMAD, et Madame Caroline Dilgen, directrice de la Fondation Soins Lausanne, qui gère les CMS de Lausanne. Voilà. Moi-même, Manon Faber, je suis également, en plus de cela, présidente de l'association pour le maintien à domicile de l'Ouest lausannois, la Prémadol. Voilà. Donc, nous allons passer un moment ensemble pour une brève introduction que je vais vous faire. Je passerai ensuite la parole à Madame Garcia pour vous présenter notre association, mais aussi donc, les résultats de notre étude. Et puis après, il y aura toute une partie d'échange avec l'ensemble des personnes ici présentes. J'espère que cela vous convient. Voilà, comme je l'ai dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous présenter en quelques mots notre association et notre positionnement. Nous sommes donc un dispositif d'aide et de soins à domicile, un acteur central, cantonal, expert de l'aide et des soins à domicile. Nous participons de près, de très près, je dirais, à la santé au bien vivre ensemble de milliers de personnes. Vous voyez sur ce slide, c'est vrai que les clients de nos CMS représentent 4,4% de la population du canton, c'est l'équivalent d'environ 36 000 personnes, hommes et femmes. Si on regarde ces chiffres un peu plus en détail, on voit qu'un habitant sur 5 fait appel à nos prestations, et pour les 85 ans et plus, c'est un habitant sur 2 qui nous fait confiance et qui s'adresse à nos CMS. Donc nous sommes fiers, à travers ces chiffres, de montrer que nous sommes un acteur légitime et nous sommes aussi représentatifs finalement des besoins de l'aide et des soins à domicile. Et nous sommes aussi fiers d'avoir une expertise dans ce domaine d'activité. Ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que notre mission s'inscrit dans une loi, la LABASAD, la loi sur l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile, avec une mission publique au cœur de la santé communautaire, qui est notamment d'aider les personnes dépendantes atteintes de leur santé ou en situation de handicap à rester dans leur lieu de vie. Ça, c'est notre première mission, mais aussi, et c'est l'objet aussi de notre séance aujourd'hui, de développer et de participer à la mise en œuvre de programmes régionaux et cantonaux de promotion de la santé et de prévention, des programmes que nous voulons novateurs, avant-gardistes, pour relever les défis de demain. Pour guider notre activité au sein de notre dispositif, nous nous appuyons sur un plan stratégique avec des objectifs clairement définis pour les années 2020-2025, portés par le conseil d'administration que je représente. Si vous voulez plus d'informations sur ces objectifs, je vous laisse consulter la plaquette sur le site internet qui vous donnera les axes et les objectifs plus précis. Ce plan, comme on l'a vu avant, nous permet d'assurer notre mission, telle que précisée par la loi. Elle vient évidemment en soutien en matière de politique de santé publique portée par nos autorités cantonales et qui ont fait le choix de porter notamment la politique d'aide et de soins à domicile depuis plus de 50 ans dans notre canton. Politique plébiscitée évidemment par notre population et nos clients en particulier. Notre plan stratégique oriente nos réflexions et nos actions pour répondre aux défis de notre société, défis qui sont majeurs, puisque au-delà des défis en termes de démographie des aînés, nous avons aussi des besoins, vous le verrez, qui évoluent et nous devons y répondre. Ces objectifs nous permettent de faire évoluer l'aide et les soins à domicile, d'innover, de porter, comme je disais avant, des projets novateurs pour répondre au plus près des besoins qui évoluent de notre clientèle et de la population du canton. Dans une vision, et ça c'est vraiment important de le rappeler, d'équité et d'accessibilité à toutes et à tous, en lien avec notre mission publique. L'axe client des prestations, l'axe client et prestations, vous voyez sur le slide, est au centre de notre
plan stratégique. Et puis, il manque, au-delà des prestations d'aide et de soins à domicile, qui est le cœur de notre métier, nous assurons au quotidien, avec des professionnels, hommes et femmes formés et engagés, je dirais même hyper engagés, des prestations qui s'adaptent et s'orientent au plus près des besoins de notre population. Et nous orientons aussi notre dispositif vers la création des conditions, et ça c'est, je pense, vraiment important de le dire, des conditions qui permettent aux seniors de rester aujourd'hui et demain encore en santé à domicile, dans une dynamique de santé surtout durable. Et comme je l'ai dit, pour toutes et tous. Pour répondre à cet objectif, nous avons initié dès 2020, au moment où nous avons défini ces différents objectifs, une démarche concrète en faveur du bien vieillir qui se fonde notamment sur une compréhension renouvelée de la situation des seniors. C'est important pour nous d'être au plus près des besoins de celles et ceux que nous accompagnons au quotidien, de leurs ressources aussi et de leur situation personnelle. Nous centrons aussi notre démarche sur l'innovation que nous intégrons dans toutes nos pratiques pour offrir des prestations justement de haut niveau et en phase avec les besoins exprimés par celles et ceux qui nous font confiance, mais aussi celles et ceux qui arriveront demain dans nos dispositifs et qui attendent de nous aussi des prestations de proximité et de qualité. Fruit d'une collaboration étroite avec le professeur Jourdan, que j'ai présenté avant, et son équipe, lequel nous apporte son expertise scientifique, fondée, comme vous le verrez, sur les données plus récentes de la recherche au niveau international. Notre démarche constitue pour nous un travail en profondeur qui vise à instaurer une culture du bien vieillir de manière globale sur l'ensemble du canton. Je dirais aussi que le travail de réflexion que nous avons porté avec la chaire Éducation et Santé est synthétisé dans notre plaidoyer pour le bien vieillir dans le canton de Vaud. Vous trouverez également dans le dossier de presse document qui présente l'ensemble des propositions pour la mise en œuvre d'une politique d'aide et de soins à domicile renouvelée. Je vous dire aussi, parce qu'on a parlé d'un acteur qui est le canton et la politique cantonale, notre démarche, elle vient en soutien au projet Vieillir 2030 lancé par le département de la santé et de l'action sociale fin 2021. Isabelle Presbigel, ici présente d'ailleurs, participe au groupe d'accompagnement et au comité chargé de la sélection des appels à projets de ce projet Vieillir 2030. Donc voilà. Cette brève introduction me permet de donner la parole à notre directrice générale qui va maintenant vous présenter aussi avec des chiffres notre dispositif, mais surtout les résultats de notre étude en lien avec cette enquête. Susanna, la parole est à vous. Merci. Voilà, vous connaissez déjà bien. Quelques données qui permettent un peu d'ancrer les résultats de cette étude. C'est vrai que quand on a 4900 collaborateurs sur le terrain en relation directe avec 4,4% de la population vaudoise, on peut partir de l'idée que l'expérience, l'expertise qu'on recueille nous permet déjà d'apprécier un peu la situation et les besoins. Là, c'est les chiffres, on les donne un petit peu en primeur, le rapport annuel n'étant pas encore sorti, mais c'est un peu les volumes que vous voyez là qui ont marqué l'année 2021. Et les 2,3 millions d'heures de prestations sont dédiées à l'aide et aux soins. Donc on a vraiment une grande proximité, une grande continuité également durant l'année sur le contact avec cette population qui nous fait confiance. Il y a d'autres prestations que vous pouvez découvrir et au fond et au final, tout ça, ça signifie qu'au niveau des soins, les CMS couvrent à peu près 75% des besoins de la population qui fait appel à l'aide et soins à domicile. Et puis en matière d'aide, c'est 85%. Donc vraiment, encore aujourd'hui, dans le canton de Vaud, les CMS publics sont les partenaires, les interlocuteurs privilégiés de tous ceux et toutes celles qui ont appel ou qui ont besoin d'un soutien pour rester chez eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même faire un focus sur les seniors. On en entend beaucoup parler, la politique Vieillir 2030
vise à une politique de bonnes conditions de vieillissement et les aspects démographiques indéniablement nous poussent à cette réflexion-là. Il n'en reste pas moins qu'un dispositif comme le nôtre couvre en fait l'entier de la vie. Donc on a des infirmières petite enfance qui chaque année rencontrent à peu près 8000 enfants à domicile. Les infirmières scolaires rencontrent à peu près 40 000 élèves dans les 131 établissements scolaires de ce canton. Et puis les proches aidants, et ça c'est un sujet sur lequel on va revenir tout à l'heure dans la présentation, c'est aussi une partie assez importante de notre activité. Dans ces trois domaines, on est dans de la prévention et de la promotion de la santé essentiellement. Et pas tellement dans du soin et de l'aide. On est très connu pour le soin et l'aide, et c'est juste, c'est une grande partie de notre activité, mais auprès des enfants, des étudiants et des proches aidants, c'est surtout un travail de prévention et de promotion de la santé, qui est aussi un sujet qui va beaucoup nous occuper. Vous allez sûrement vous demander pourquoi cette étude maintenant. Je crois que les chiffres qui présentent un peu les pronostics d'évolution de la population dans ce canton, et là on se base sur les chiffres moyens produits par Statistique Vaud. C'est vu, toute institution active dans le domaine de la prise en charge de la population ne peut que se questionner sur comment elle doit s'adapter, comment est-ce qu'elle doit évoluer, comment est-ce qu'elle doit innover pour répondre à cette pression qui de toute manière va venir. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui dans les CMS, 77% de nos clients font partie de cette catégorie d'âge, c'est-à-dire des 65 ans et plus. Ça veut dire que si l'augmentation de cette population est dans cet ordre de grandeur tel que Statistique Vaud nous le présente, pour nous, ça va signifier évidemment une augmentation d'activité très forte, pas seulement pour nous, bien sûr pour bien d'autres acteurs, mais en l'occurrence, c'est nécessaire qu'on se questionne. Un autre aspect qui aussi nous amène à une réflexion d'actualisation de nos principes et de nos actions, c'est les aspects qui déterminent la santé. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, sauf que dans les réflexions, c'est un élément qui prend une place beaucoup plus prépondérante que ça n'a eu jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qui va déterminer le niveau de santé et l'évolution de la santé de la population, c'est essentiellement les comportements individuels, le milieu socioculturel dont il est issu et son environnement. Ces trois facteurs, ça représente 67% de ce qui va déterminer la santé. Et on voit que la partie du système de soins, sur lequel on porte beaucoup l'accent et sur lequel on se concentre beaucoup, et à juste titre aussi, mais va déterminer l'évolution de notre santé à 11%. Ça veut dire que pour nous, les CMS, centres médico-sociaux, aller à domicile, c'est apporter un soutien pour un maintien en santé chez soi, et on doit pouvoir agir bien sûr au travers des soins, mais surtout sur les autres éléments qui sont plutôt des facteurs sociaux, et ça, on y reviendra. Donc l'étude, elle a été nécessaire pour confirmer ou tordre le cou à certaines idées reçues qu'on peut avoir sur les seniors de ce canton. Et c'est maintenant que je viens sur les principaux résultats que vous attendez avec impatience, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fait une étude qualitative l'automne passé. Là, on a déjà travaillé avec la chaire, et puis en fait, pour vraiment saturer tous les sujets sur lesquels on pensait que les personnes de 65 ans et plus devaient pouvoir s'exprimer, on a rencontré de manière très approfondie une trentaine de personnes. On a choisi de se tourner vers les jeunes seniors. Ça, c'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser. Pourquoi les 65 et à 80 ans? Est-ce que finalement, ce qui détermine notre santé ne se joue pas déjà avant? Bien sûr, tout au long de la vie, ça c'est juste. Sauf que dans cette tranche d'âge, on remarque que c'est là où les questions sur son maintien en santé, les conditions dans lesquelles ça va se passer sont les plus prégnantes, et puis où des questions de changement de mode de vie s'installent dans le quotidien. Donc là, on a travaillé dans cette enquête qualitative, et puis il a sorti 4 choses principales.
La première chose, c'est que ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir choisir et puis conduire leur vie comme ils l'entendent et de manière autonome. Ils souhaitent rester chez eux et puis d'être entourés de leurs proches. Donc de continuer à vivre dans les mêmes conditions et environnements que celles qui préexistaient. Un des aspects qui est ressorti dans cette enquête qualitative, c'est la question des moyens économiques. Évidemment qu'à partir du moment où on entre en retraite, les moyens économiques se modifient et en principe sont à la baisse. Donc toute la question de disposer des moyens économiques suffisants pour continuer à vivre dans les mêmes conditions. Et puis là où il se questionne beaucoup, c'est de se dire mais est-ce que je sais de quoi j'ai besoin pour me tenir en santé, hein? Et donc l'accès à l'information, l'aspect du numérique est aussi beaucoup ressorti dans cette enquête qualitative, et de comment traiter l'information. Est-ce que les informations auxquelles j'ai accès, c'est les bonnes informations? Et puis enfin, un dernier point est beaucoup ressorti, c'est la possibilité de rester actif physiquement, autonome, hein, c'est-à-dire de pouvoir me déplacer, de pouvoir avoir l'activité qui me plaît, aller à la rencontre des miens, de mes amis, avoir une vie sociale, quel que soit finalement mon état de santé. Donc, est-ce que je peux continuer à avoir cette vie-là? Ça, c'est ce qui ressort de l'étude qualitative, qu'on a voulu conforter ou mettre à l'épreuve au travers d'une étude plus quantitative. Donc, on a choisi le même profil, 65-80 ans, qui sont clients des CMS, donc où on a pu identifier ceux qui aujourd'hui étaient autonomes et sans problème cognitif. Et à partir de là, on a adressé notre questionnaire à 3280 personnes et on a eu un taux de réponse important, 44%. Il semblerait que dans ce type d'études, c'est un retour important. Et ça, on l'a aussi vu quand on a eu l'enquête, l'étude qualitative, dès le moment où on donne la parole et où on s'intéresse à leurs besoins et à leurs attentes, les réponses sont nombreuses. On a organisé le questionnaire, non pas autour de la satisfaction, même si elle ressort un petit peu, mais surtout autour de leurs questions et de leurs attentes sur leur vie quotidienne, leur perception du bien-être et du bien vieillir, et puis leur vision de la vie. Si maintenant on regarde un petit peu la structure de l'échantillon, c'est-à-dire de ceux qui nous ont répondu, une majorité de femmes, ce qui est tout à fait représentatif des clients des CMS, une grande majorité de 75 à 80 ans, et puis une grande majorité d'entre eux vivent seuls. Et ça, c'est un élément important parce que vous verrez que les réponses sont finalement très peu influencées par l'âge ou par le fait d'être un homme ou d'être une femme, mais ce qui va beaucoup influencer les réponses des personnes qui ont participé à cette étude, c'est leur niveau de santé, leur perception de leur propre santé et s'ils vivent seuls. Ça ne veut pas dire que les autres critères n'influencent pas, notamment leur pouvoir économique, mais ces deux critères sont fondamentaux et orientent complètement l'ensemble des réponses. Ce qu'on peut dire aussi qui ne ressort pas de la structure de l'échantillon, c'est qu'en fait on a une bonne représentativité de l'ensemble du canton. Toutes les régions du canton sont représentées et leur poids il est bien représenté. Souvent on dit que le Lausanne, le Grand Lausanne, la couronne lausannoise, ça représente à peu près entre 45 et 50% de la population de ce canton. C'est le taux de réponse qu'on a de cette région-là. Donc on est tout à fait à l'aise sur la représentativité globale des réponses qu'on a reçues. Alors maintenant, si on passe à la photographie et à comment est-ce qu'ils perçoivent leur santé, bon, globalement, la perception, elle est plutôt moyenne. Donc, en soi, ce n'est pas très étonnant. Dès le moment où ils font appel au CMS, c'est qu'il y a besoin d'une certaine aide. Il n'y a pas de différence de réponse entre le fait d'être un homme ou d'être une femme, de vivre seul ou non, d'être en ville ou à la campagne, ça ne change rien, et l'âge non plus. Par contre, ce qui fait une différence sur la perception de sa santé, c'est son pouvoir économique et son niveau social. C'est-à-dire plus le niveau social est élevé,
plus la perception de sa santé est bonne, alors que plus le niveau socio-économique est modeste, plus la perception de sa santé est moyenne, voire faible. Il ne faut pas oublier que 43% des répondants sont d'origine modeste, se déclarent d'origine modeste. Et si j'y ajoute les foyers moyens inférieurs, ben ça fait 75% des répondants qui viennent d'un milieu plutôt modeste. Donc ça pondère un tout petit peu cette perception moyenne selon l'origine socio-économique. Ce qui influence le bien-être psychologique et social, c'est le sentiment de sollicitude. Alors je m'explique sur ce qui vous est présenté là. Plus on est seul, plus notre perception de notre santé est moyenne, voire mauvaise. Ça veut dire en clair que quand je perçois ma santé comme mauvaise ou très mauvaise, eh bien, je me mets en situation d'isolement. Ça isole la personne. Donc, on peut corréler la solitude et la perception de sa santé faible. Le sentiment de désespoir, d'anxiété, de déprime, hein, c'est une question qu'on a posée sur ces 30 derniers jours. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Le senti, souvent ou parfois, ça représente à peu près 40% des répondants qui se sont sentis seuls, qui se sont sentis déprimés, anxieux, en situation de désespoir. Quand je prends les résultats de ceux qui ont une santé moyenne, voire mauvaise, c'est 61% d'entre eux qui ont ce sentimental-là. Et on peut faire un peu le lien avec toutes les politiques actuelles qui sont portées, qui sont menées en matière de santé mentale, qu'on appelle santé mentale, hein, c'est-à-dire vraiment de soutien aux personnes en situation d'isolement, d'anxiété et de déprime. Eh bien, on peut parvenir à la conclusion que ça fait du sens en termes de santé publique de s'intéresser à cette question-là quand on voit les réponses qu'on reçoit et la manière dont s'expriment les personnes sur ces sentiments-là. On leur a demandé tous les jours, ça se passe comment? Comment est-ce que vous êtes satisfait de ce qui vous entoure? Globalement, oui. Ils sont heureux, ils se sentent bien ou sont satisfaits, ou plutôt satisfaits de leur lieu de domicile, de leur relation familiale, des prestations du CNS. Alors on était assez contents bien sûr d'arriver dans le top 3, mais aussi l'accès aux soins. Donc l'accessibilité aux soins et à ce dont ils ont besoin dans l'immédiat leur apporte satisfaction. Par contre, on voit qu'au niveau de leurs loisirs ou des activités, de l'offre qui existe, ben là, ce n'est pas une source de grande satisfaction. Ça, c'est peut-être un des aspects qu'il faut un tout petit peu pondérer, parce qu'il ne faut pas oublier que le questionnaire, on l'a envoyé en janvier, on n'est pas encore complètement sorti de la période du Covid, donc c'est possible que ce soit en partie influencé par le Covid, mais c'est aussi possible que ce soit influencé par leur capacité financière. Entre 65 et 80 ans, j'ai peut-être moins de moyens de m'offrir des loisirs et de répondre aux offres qui existent. Et d'ailleurs, ça ressort assez bien sur une autre question, c'est que finalement, ils ont assez peu de distraction et d'activité sociale. Finalement, ce sur quoi ils s'expriment beaucoup et qui pratiquent souvent parfois, c'est la lecture. C'est marcher, se promener, faire des randonnées. Mais pour le reste, on voit qu'il y a assez peu d'appétence, c'est assez peu sollicité. Le fait d'aller au musée, d'avoir des activités citoyennes, même les activités de garde, petits-enfants et tout, ne sont pas les éléments qui ressortent, en tout cas des réponses des personnes qui nous ont répondu. Là aussi, on peut se dire que le Covid a
influencer les réponses. Mais on peut aussi se dire que l'accès à l'information ou à ce qui est possible est un peu compliqué. On y reviendra dans les résultats et dans leurs attentes. La question de l'accès à l'information, du tri et de la simplicité, de la clarté, c'est une des attentes exprimées, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils y recourent peu. Internet, ça c'est le grand sujet. En gros, sur l'ensemble des répondants, 72% d'entre eux utilisent un peu Internet. C'est surtout pour des questions pratiques, hein, donc c'est traiter des films, c'est regarder ou trier les photos, faire des paiements, aussi trouver quelques informations sur l'administration, la santé, etc. Ceux qui, évidemment, ont une pratique plus intensive ou utilisent le plus souvent Internet, c'est la tranche d'âge des 65-69 ans, et ça peut très bien s'expliquer. Là, on a trouvé que c'était intéressant de mettre en évidence que le contact avec Internet, ou l'appropriation, l'intégration d'Internet dans le quotidien est très différenciée selon de quel type de foyer on provient. Et donc si de manière générale 70% des répondants accèdent à Internet, eh bien c'est nettement plus bas si on vient d'un foyer modeste. On est en dessous des 40%, enfin entre 40 et 50%. Et là, la question de la fracture numérique, elle peut se poser, et donc si on voit, on sait que c'est une lame de fond et que beaucoup de choses vont se faire par le numérique, une attention particulière sur les foyers modestes doit être au centre des attentions. Un autre point sur lequel on s'est penché, c'est sur la question des proches aidants. Vous savez sûrement, le canton nous a confié un programme de soutien aux proches aidants très, très important. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on a une offre d'accompagnement, d'information, de soutien à de nombreux proches aidants. Et puis, on s'intéressait à savoir si les seniors qui nous répondaient étaient eux-mêmes aidés. 87% d'entre eux bénéficient d'une aide. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce pourquoi ils bénéficient d'une aide, et c'est surtout pour des questions de soutien moral. Alors, ce qui ressort très clairement, c'est que les personnes qui vivent seules sont celles qui bénéficient le moins d'aide, donc vivre seul isole, et par contre ceux qui sont déjà entourés bénéficient beaucoup plus facilement de cette aide, qui est surtout assurée par le conjoint, par les membres et par les membres de la famille. Mais ce qui est aussi fortement apparu, c'est que ceux qui nous ont répondu sont eux-mêmes aidants. Et donc, et ça c'est quelque chose qui compte beaucoup, et ça ressort bien d'ailleurs dans l'étude. Une des motivations dans le bien vieillir, qu'est-ce qui est important pour bien vieillir, c'est de continuer à être utile, de continuer à se sentir nécessaire pour les autres. À 78%, ils y ont répondu. Et donc le fait d'être soi-même aidant, même si on a besoin des autres, ou en tout cas de l'aide des CMS, c'est une partie importante de leur vie. Et là, peut-être que dans notre politique des proches aidants, on peut peut-être illustrer par un exemple, parce que vraiment, on a cette proximité, on apporte un soutien à 2200 proches aidants. Alors évidemment, on ne peut pas apporter des exemples sur ces 2200-là, mais peut-être Mme Gilgun peut illustrer par un exemple tout à fait illustratif de ce soutien-là. Alors volontiers, j'illustre donc, je donne un exemple issu du terrain avec une personne, une jeune retraitée de 67 ans qui est proche aidante de son mari plus âgé, qui est lui-même atteint de la maladie d'Alzheimer, et puis qui consulte notre professionnel au CMS pour des questions liées au financement d'un potentiel établissement médico-social pour son mari, et puis qui s'inquiète de savoir comment elle arrivera à joindre les deux bouts si elle devait malheureusement casser son mari de MS.
Et puis, lors de l'évaluation par notre professionnel, eh bien, il apparaît, elle mentionne clairement qu'elle s'engage à 100% auprès de son mari, qu'elle est fatiguée, mais bon, ça va quand même, parce que finalement, elle savait que la retraite allait être compliquée avec un mari plus âgé, mais qu'en même temps, elle voit plus ses anciens collègues avec qui elle avait des contacts, et puis qu'elle a quasiment plus de contacts sociaux parce qu'elle est 100% engagée auprès de lui. Donc, suite à cette évaluation, on arrive d'une part à répondre à ces questions liées au financement et à l'orienter vers des aides auxquelles elle aurait droit financièrement, et son mari également, mais auxquelles elle n'a pas fait appel. Et puis, on arrive vraiment aussi à lui faire verbaliser ses craintes et puis son souci d'être reconnue comme proche aidante, comme première personne qui connaît son époux. Et puis, à quelque part, à lui faire cette démarche pour se déculpabiliser un petit peu de temps en temps, de le laisser et de le confier à d'autres qu'à ses bons soins. Et finalement, aujourd'hui, grâce à ces différentes orientations, grâce à nos prestations, grâce au contact qu'on a avec nos partenaires, eh ben, elle a réussi à sortir de temps en temps de cette dynamique-là pour aller s'inscrire à un cours de tai chi qu'elle prend et à travers lequel elle a pu renouer quelques liens sociaux. Donc aujourd'hui, elle contacte encore régulièrement le CMS, elle vient régulièrement parce qu'elle a besoin de ce soutien, de cette reconnaissance, et c'est ce qui est très important aussi pour les proches aidants. Et puis là, on voit combien ce travail sur la prévention et la promotion de la santé, déjà chez les proches aidants qui potentiellement pourraient devenir à l'avenir des personnes aidées aussi, eh bien, cet exemple montre combien c'est important de travailler en amont sur ces différents aspects qui déterminent la santé d'aujourd'hui des personnes et la santé aussi à venir. Voilà. Merci. Alors, dans la suite de ce questionnaire, un des points qu'on a abordé, c'est être âgé bien élevé. C'est quoi votre perception d'être âgé? Alors, être âgé pour eux, ça signifie essentiellement avoir du temps pour faire ce qu'on aime et puis avoir envie de prendre soin de soi. Donc, vraiment du temps à se consacrer pour soi. Dans le registre des inconvénients d'être âgé, parce qu'on a aussi abordé la question sous cet angle-là, ça signifie aussi moins sortir, avoir un peu plus peur, se sentir seul, ne plus avoir de vie amoureuse ou sexuelle, avoir le risque de devenir une charge pour son entourage, se sentir moins utile ou inutile pour la société. Donc quand on montre un petit peu plus près dans ces résultats, on voit que les personnes qui nous répondent et qui sont en bonne santé, alors ils ont une vision plus positive de leur bien vieillir. Jusque-là, ça nous étonne peut-être pas trop, mais ce sont surtout les répondants les plus modestes qui, eux, mettent beaucoup l'accent sur le pouvoir d'achat qui diminue avec l'âge. Et donc peut-être la difficulté à continuer à pouvoir bien prendre soin de soi et à faire ce qu'on aime. Ce qui compte beaucoup dans la contribution au bien vieillir, c'est les relations sociales. Donc ça c'est massif. C'est vraiment de pouvoir passer du temps avec ceux qu'on aime. Et on peut lier tout ça avec le fait de pouvoir rester chez soi, dans son domicile, dans son quartier, où on a ses habitudes, où on voit ses voisins, de pouvoir accéder aux endroits dont on a l'habitude de fréquenter. Ça nous a quand même amené une réflexion parce que, au final, bien vieillir, c'est pas seulement bénéficier de soins ou d'être axé sur les aspects un peu cliniques de la santé au sens un peu strict, un peu biomédical. En fait, bien vieillir, c'est tout ce qui compose la vie de tous les jours. Et la santé, au final, c'est une des conditions qui nous permet de faire ça, et c'est pas une fin en soi. Être en bonne santé, ça me permet de contribuer à bien vivre. Et ça, c'est très interpellant pour tout le dispositif socio-sanitaire de ce canton, parce que en fait,
ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire pour eux ou de suppléer, mais c'est de soutenir un projet personnel. Alors évidemment, pour nous, en tant que service public, ben, c'est jusqu'où est-ce qu'on va, est-ce qu'on remplit toutes les attentes ou on remplit un certain nombre d'aspects qu'on considère comme régaliens au niveau des pouvoirs publics. Et puis ça, c'est un vrai débat de société qui suppose un vrai dialogue avec les concernés. Et c'est ce qu'on a fait au travers de ces 2 études et qu'on doit s'inscrire dans une continuité parce qu'au fond, on doit accompagner ce mouvement et des attentes qui peuvent évoluer. Et quand on voit l'évolution démographique qui nous attend, et évidemment des moyens qui ne répondront jamais à l'ensemble des besoins, ben, il y a des priorités qui doivent être fixées. Et ces priorités, eh bien, elles passent par un vrai dialogue avec les concernés, mais aussi, bien sûr, ça c'est l'affaire des politiques, c'est l'affaire aussi des assureurs, et de comment va évoluer la prise en charge des prestations, notamment sur le terrain de la prévention et de la promotion de la santé, et puis évidemment avec les autres acteurs, les associations qui interviennent, et vous verrez tout à l'heure qu'on a une offre qui est très importante. Donc voilà, leur message, c'est vivre une vie possible pour moi, une vie qui me convienne, et c'est ça leurs attentes. Alors on les a interviewés. Alors vous trouverez évidemment beaucoup plus de choses dans l'étude complète qu'on vous a mise. Nous on a fait un choix de certains sujets qui nous semblaient assez significatifs, notamment celui de l'information. Alors il y a des grandes attentes en matière d'information, et on peut les comprendre. Aujourd'hui, et on a de la chance en Suisse de manière générale, et en particulier dans le canton de Vaud, on a une offre très importante. Sauf que c'est difficile d'y accéder, de trier et de pouvoir y répondre. Et là, les CMS, ils ont probablement un rôle important à jouer dans l'orientation et dans la capacité à comprendre le besoin. Et je crois que l'exemple qu'a donné Mme Gilligan est tout à fait significatif, c'est-à-dire qu'en étant dans une discussion et en identifiant bien quel est le vrai besoin, comment est-ce qu'on oriente dans un dispositif pléthorique. Et c'est finalement ce qu'ils sont en train de nous demander. Par contre, sur l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, d'y accéder, là on voit que ceux qui nous répondent, c'est un peu ambivalent, c'est un peu moitié. Ça va un peu nous interpeller, comment est-ce qu'on les approche, comment est-ce qu'on fait aussi de l'accompagnement sur ces questions-là, parce que c'est une lame de fond. Et on voit bien, alors on est un peu au balbutiement avec le dossier électronique du patient par exemple, mais on va pas y couper. Donc, c'est comment est-ce qu'on a une offre et un accompagnement qui va faciliter cet accès-là par ces outils-là. En matière d'environnement de vie, sans surprise, c'est vraiment vivre dans mon habitat et puis pouvoir me déplacer là où j'ai envie de me rendre. Par contre, pour ceux qui nous ont répondu, aujourd'hui, c'est pas tellement qu'on les accompagne dans l'aménagement de leur habitat. Et là, on a peut-être aussi un effort d'information à faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent sur des questions ergonomiques, sur des questions d'aménagement du domicile. Et il y a vraiment des professionnels en la matière qui peuvent apporter des réponses, mais ce n'est pas quelque chose qui ressort vraiment de leurs attentes. En matière de santé, et là on y reviendra au moment de la synthèse, la première chose qui ressortait d'une manière très significative, c'est d'être respectés dans leur choix, dans les décisions qu'ils souhaitent prendre. Et ça, pour nous, c'est très important qu'on le tienne en compte. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand un CMS entre en relation avec une personne, souvent ça va s'inscrire dans la durée. À l'hôpital, même s'il y a une intensité très forte au moment de l'hospitalisation, mais c'est un moment, c'est une anecdote dans l'existence entière. Donc ce travail d'accompagnement, il est différent. Le CMS, quand il est en relation avec les personnes, il
s'inscrit dans la durée. Et donc cette dimension du respect des choix est extrêmement importante pour nos collaborateurs, et c'est bien là en fait tout défi du professionnalisme de nos collaborateurs. Ce qui ressort aussi beaucoup de ces réponses, c'est l'aspect des relations humaines, donc très peu intéressés par les appareils connectés, par la consultation de professionnels à distance, donc besoin de cette proximité, mais on peut comprendre 61% des répondants vivent seuls. Alors en plus, il y a l'effet du Covid qui probablement a laissé des traces. Et là aussi, il faudra bien qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on évolue sur ces questions-là, qui sont une lame de fond, qui sont là, et puis qui probablement vont évoluer avec les générations qui vont entrer dans ces catégories d'âge. Là, peut-être qu'on a des exemples qui illustrent assez bien ces aspects-là. Je ne sais pas si Mme Bresliger. Oui, alors des exemples, on en a pléthore, mais un exemple qui illustre énormément de choses qu'on a évoquées ce matin. Un monsieur âgé de 81 ans qui vit seul et pour lequel le médecin traitant, appuyé par la famille, suite à une chute et une courte hospitalisation, nous fait une demande d'intervention pour sécuriser ses déplacements dans son domicile. Vraiment, pour éviter les chutes, c'est bien légitime. Ce monsieur nous ouvre sa porte, parce qu'on a une demande de quelqu'un d'autre qu'on peut entrer, il nous ouvre. Le professionnel qui sera au domicile évalue la situation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on utilise des outils d'évaluation qui permettent de balayer très largement les situations. Et le professionnel découvre que la chose qui tient absolument à cœur à ce monsieur, c'est de continuer à jouer au bridge avec ses potes. Et sans ça, il y a comme une espèce d'effondrement de sa situation. Donc, on sort de la maison et il y a eu toute une rééducation pour sortir de la maison. Il y a eu transport à mobilité réduite, etc. On a aidé ce monsieur à réapprendre à monter les escaliers pour arriver à la salle de bridge. Enfin, je suppose que c'était exactement. On a briefé les potes de bridge pour accompagner ce monsieur de manière sécuritaire. Et vraiment là, on a élargi notre action. On a fait du soin, on a fait de la prévention. Et j'ai la faiblesse de penser qu'on a fait aussi de la prévention pour l'entourage de ce monsieur. Les potes et la famille. Enfin, le médecin, allez savoir. Voilà, je trouvais que c'était très illustratif de tout ce qu'on a dit. C'est très illustratif et ça ressort complètement aussi des avis des répondants en matière d'accompagnement. Ils veulent être orientés, et c'est vrai que les intervenants, ils souhaitent que les intervenants à domicile puissent les orienter dans l'offre qui existe. Alors il y a de nombreux intervenants, Prosélectouté, les maisons de quartier, les communes, là aussi c'est des partenaires extrêmement importants, les pro-infirmistes, Caritas, enfin voilà. Mais avec tout ça, c'est compliqué de savoir qui offre quoi et qu'est-ce qui est vraiment adapté à mon besoin. Et donc ce dialogue à domicile, où on peut aussi observer ce qui entoure la personne, permet probablement d'être au plus juste du besoin. Et puis, il souhaite une personne de référence pour qu'il puisse être informé, pour qu'il puisse être soutenu, qu'il puisse être accompagné. Et ça ressort vraiment d'une manière assez forte. Donc voilà, donc ça, pour nous, c'est un certain nombre de défis et de bien repositionner notre stratégie d'accompagnement des personnes dans leur projet de vie. C'est pour ça que vous avez probablement identifié notre manière de nous exprimer. On était souvent présentés comme des prestataires d'aide et de soins. Et puis au fond, oui, on fait de l'aide et du soin, mais on ne fait pas que de l'aide et du soin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se présente, où on s'exprime sous l'angle que notre mission, c'est de créer les conditions qui permettent aux personnes de mener leur projet de vie, et notamment quand ils veulent rester à domicile, donc dans le maintien à domicile. Et il y a 5 choses qui ressortent principalement de la part des participants.
participants, c'est d'être respectés dans leur choix et dans leur prise de décision. Donc nous pouvons être une proposition, on peut conseiller, on peut accompagner, mais à la fin, si une personne nous dit j'ai envie d'être seule et j'ai pas envie qu'on commence à m'organiser des sorties, eh bien c'est tout à fait audible et c'est complètement ressorti par exemple de notre enquête qualitative où une des participantes avait une vie très sollicitante avec beaucoup de contacts et beaucoup de vie publique et puis qui a dit mais moi maintenant ce à quoi j'aspire c'est d'être seule, c'est d'être tranquille, voilà. Donc, et donc ça tord le cou à certains stéréotypes. Hein, il faut qu'on sorte d'une certaine idée qu'on peut se faire des personnes âgées et plutôt leur demander ce qu'elles souhaitent. Ce qui ressort aussi pour elles, et ce qui est très important, c'est de pouvoir être avec leur famille, leurs amis et d'entretenir les liens sociaux qui les intéressent. C'est de pouvoir rester autonome physiquement, actif, et puis d'être informé sur ce qui existe. Et puis aussi d'être accompagné. Hein. On peut savoir où trouver l'information qui est pertinente. Et donc ça nous demande à nous d'innover dans notre manière de se présenter et de les accompagner. Alors si on veut finir un petit peu sur ce que ça nous dit pour nous, au fond, dans les réflexions, alors qu'on a débuté il y a déjà un certain temps, et puis là je tiens quand même à faire le lien avec toute la réflexion cantonale. Nous, on a un service, comme vous le savez, hein, qui a une mission déléguée du canton, donc on est très actifs dans toutes les réflexions qui se mènent au niveau du canton, notamment du vieillir 2030. Et les résultats qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui vont être très utiles dans ces réflexions. On les a déjà évoquées avec nos partenaires cantonaux et en particulier la chef du département. Et donc, ça va être tout à fait intéressant pour les réflexions. Mais on a aussi une réflexion interne qu'on mène depuis un certain temps, notamment dans comment introduire dans nos actes quotidiens d'aide et de soins tout ce qui est de l'ordre de la prévention et de la promotion de la santé. On est convaincu, donc on ne va pas faire la même chose que bien d'autres acteurs en matière de prévention et de promotion de la santé. On va les orienter vers les cours de tai chi, on ne va pas se mettre, nous, à faire du tai chi à domicile. Par contre, on va avoir la capacité d'identifier ces besoins-là et de les orienter. Donc c'est très important pour nous de continuer à toujours renouveler notre compréhension et les attentes. Là, on a mené une action assez importante et assez forte, mais si on s'inscrit dans un continuum, c'est quelque chose qui se fait beaucoup à travers des focus group ou des groupes d'intérêt où on est dans ce dialogue. Des nouvelles prestations pour renforcer la capacité des seniors à rester en bonne santé. On est sur 2 projets. Actuellement, c'est justement de développer ces compétences auprès de nos collaborateurs en prévention et promotion de la santé. Donc, dans mon acte de soins, comment est-ce que j'introduis la prévention et la promotion de la santé? Madame Resbigel a illustré par un exemple très concret. Comment on le conscientise encore mieux? Et dans ce cadre-là, on a tout un programme de formation qui est en train de se développer, notamment auprès des personnes qui passent le plus de temps auprès des seniors à domicile, c'est-à-dire des auxiliaires. Et puis, on a aussi un grand intérêt sur tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. C'est comment les rendre intéressantes et utiles aussi bien pour le senior que pour donner de l'espace à nos professionnels pour tout ce qui est de l'ordre de l'interaction et du dialogue. Et là, il y a vraiment une réflexion à faire. Il y a une offre pléthorique et beaucoup de propositions au quotidien. Et à l'intérieur de ça, il faut faire évidemment beaucoup de tri. Et pour ça, on a fait appel, dans le cadre de la Fondation Lennart, un soutien. La Fondation Lennart nous soutient dans cette réflexion en finançant ces 2 projets. Les compétences d'information et d'orientation, on a quand même un rôle pivot. Les CMS, dès le moment où ils sont en relation avec les personnes chez eux, c'est sur la durée, c'est rarement pour des missions de très courte durée, c'est aussi le cas, mais
assez peu. Donc on a un rôle de pilier qui peut être très intéressant d'ailleurs pour les autres prestataires. Et puis également renforcer la collaboration, et ça c'est une des grandes ambitions dans ce canton, c'est entre acteurs du vieillissement pour encore mieux accompagner ce projet de vie des seniors. Donc, et puis aussi, pour nous, ce qui était aussi très important, c'est de bien faire ressortir ce que nous disent les répondants et de sortir d'un certain nombre de stéréotypes ou d'idées reçues. Voilà. Donc, on va continuer à s'intéresser à ce que nous disent les seniors, on va continuer à s'intéresser à ce que nous disent les collaborateurs sur le terrain, parce que ce sont des experts dans leur propre métier, et on va continuer à s'intéresser à ce qui se dit ailleurs, de manière scientifique et plus internationale, parce que voilà, cette problématique démographique et ces enjeux-là, ils ne sont pas spécifiques au canton de Vaud, c'est une question suisse, c'est une question internationale, et il y a plein de bonnes idées qui se développent à plein d'endroits.